Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci d'être là. Bernard Jomier, vous êtes sénateur de Paris, membre de Place Publique. Agnès Firmin-Lebaudot, merci d'être avec nous. Députée Horizon de Seine-Maritime, ancienne ministre de la Santé. On va revenir évidemment avec vous sur le vote des textes sur la fin de vie hier à l'Assemblée. Les députés qui ont voté à l'unanimité le développement des soins palliatifs et qui ont également approuvé la création d'un droit à l'aide à mourir. Alors qu'est-ce que ça change pour les patients? Quel est le rôle pour les médecins? Ce texte est-il équilibré? Pour comprendre ce qui a été adopté hier à l'Assemblée, quel est l'avenir désormais du texte au Sénat, vous allez en débattre, en parler tous les deux dans quelques secondes. Yann, on va voir avec vous le détail du texte. Oui, c'est ça. Quels critères ont été prévus par les députés? Mais d'abord, on va regarder l'actualité dans nos régions. Et Public Sénat est partenaire d'une initiative d'une cinquantaine de titres de la presse régionale aujourd'hui à l'initiative de Spark News. Un supplément Enquête de demain est à retrouver aujourd'hui dans tous vos quotidiens régionaux. Pour cette nouvelle édition, c'est l'eau entre terre et mer qui est mise à l'honneur. Avant d'en parler avec la presse régionale, on va voir notre reportage en région, direction la réserve naturelle nationale de Moise-Oléron. C'est en Charente-Maritime. Elle abrite chaque hiver 100 000 oiseaux d'eau. Depuis 2024, elle subit la montée des eaux. 370 hectares inondés, dont 150 cultivables. Plutôt que de construire des digues frontales, le territoire privilégie une gestion souple du littoral. On regarde ce reportage d'Audrey Vétaz. Nous sommes ici dans un sanctuaire. Depuis 40 ans, la réserve naturelle nationale de Moise-Oléron est un lieu de halte pour les oiseaux migrateurs. Fin mai, la période est calme, mais en plein hiver, il faut s'imaginer jusqu'à 140 000 individus. Le chevalier gambette, par exemple, c'est un très bon représentant. Et puis je peux vous montrer le courlis cendré ou la barge et le courlis cendré. La réserve a une particularité, elle se situe sur terre et en mer, au large de l'île d'Oléron. Alors ici, vous avez la partie terrestre de la réserve naturelle. Donc la réserve, elle s'étend sur un peu plus de 6500 hectares. Ici, on est vraiment sur une réserve avec un enjeu et un lien terre-mer très fort. Mais cet écosystème se trouve bouleversé par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Petit à petit, la mer gagne du terrain. Ici, pas de défense frontale avec des digues toujours plus hautes et plus coûteuses. Les acteurs du territoire ont fait un autre choix. On peut faire des digues à certains endroits pour protéger les habitations, certains usages. On peut laisser aller la mer à certains endroits parce que il n'y a pas d'enjeu, et peut-être même l'enjeu devient biodiversité ou devient une autre activité. Le stréculture, par exemple, va suivre le trait de côte. Disons, ils sont là aujourd'hui, demain, ils vont être un petit peu en recul. Il faut qu'ils soient au bord de la mer, mais ça ne change pas. Une solution qui change en revanche beaucoup de choses pour Gérard Grousset. Il louait des terres dans la réserve pour faire paître ses bovins. Aujourd'hui, son champ est bien vide. Dû à la présence d'eau salée constamment, où on est rendu à des taux de salinité importantes, où les vaches ne peuvent plus boire. Donc j'ai décidé d'arrêter l'élevage. Une terre trop salée, et cela se voit concrètement. Là où poussait l'herbe, on trouve de la salicorne, une plante originaire des marais salés. Il aurait fallu que la digue déjà d'une soit entretenue dès le départ et mettre de l'argent sur la table. Le recul du trait de côte a aussi des conséquences pour les oiseaux migrateurs. Les espèces d'eau douce se retrouvent dans des milieux salés. Il y a aussi moins d'espace pour se reposer. C'est ici qu'interviennent les équipes de la réserve. Pour que le maximum d'espèces survivent à ces changements-là. Pour les oiseaux, on est aussi sur de la recomposition, hein, c'est le partage de l'espace, donc c'est définir, réfléchir où seront demain les zones de reposoir de marée haute, où elles n'ont aucun risque d'être dérangées par des activités humaines ou par des humains. L'enjeu est de taille, le trait de côte pourrait reculer ici de 2 à 3 kilomètres. Bien connu. Et on poursuit notre page spéciale sur l'eau en partenariat avec la presse régionale. On va à Clermont-Ferrand, on trouve Julien Bonnefoy. Bonjour Julien, merci beaucoup d'être avec nous, chef de l'actualité pour le groupe Centre-France. Julien, on le disait, 53 titres de la presse quotidienne régionale qui publient ensemble un supplément exceptionnel, Enquête de demain. C'est une initiative toujours inédite. Oui, tout à fait. Ce projet, elle réunit toute la PQR, vous l'avez dit, Oriane. C'est coordonné par l'agence Spark News. C'est une initiative inédite par son ampleur et sa portée éditoriale. Le supplément, il réunit des rédactions de toute la France autour d'un thème, l'eau et sa préservation. Alors pourquoi ce thème ? Parce que l'eau, aujourd'hui, c'est au cœur de toutes les tensions, avec des sécheresses, des inondations, de la pollution, la montée des océans, les conflits d'usage.
Mais l'eau, elle est aussi au cœur des solutions et c'est précisément ce que ce supplément veut montrer aujourd'hui. Comment partout sur le territoire français, des femmes et des hommes inventent des réponses concrètes, locales et inspirantes. Ce supplément, c'est une démonstration de la force d'impact de la PQR, de la presse quotidienne régionale. Chaque rédaction a enquêté, raconté, documenté des initiatives sur tout le territoire. On y découvre des agriculteurs qui réutilisent des eaux usées, des communes qui restaurent des zones humides, des citoyens qui se mobilisent. Au-delà des sujets, c'est la démarche qui est remarquable. Oriane, vous l'avez compris, une fois de plus, 53 journaux ont travaillé ensemble, en coordination, pour produire un contenu commun, tout en gardant leur ancrage local. C'est une forme de journalisme de solution, mais c'est aussi un journalisme de coopération. Et c'est une réponse forte à la fragmentation de l'info et à la défiance envers les médias. Ce supplément, c'est aussi un signal politique aujourd'hui. Il montre que la PQR peut peser dans le débat public, qu'elle peut éclairer les enjeux de transition écologique, qu'elle peut faire émerger des récits porteurs d'espoir. Et c'est ce que nous défendons aujourd'hui dans toute la PQR et sur votre plateau de Public Sénat. Le message, il est simple. Face aux défis climatiques, l'information locale, c'est une ressource stratégique. Elle permet de relier les enjeux globaux aux réalités du terrain et elle donne à voir ce qui fonctionne, elle crée du lien et elle donne envie d'agir. Alors justement, en matière de solutions, un de vos journaux, La République du Centre, explique ce matin que nos eaux usées pourraient devenir une ressource précieuse. Oui, dans le Loiret, une station d'épuration transforme ce qui sort de nos douches, nos lave-vaisselle ou nos machines à laver, le transforme en ressources réutilisables et en énergie. Depuis 2023, ces eaux usées traitées servent à arroser le parc floral, le plus visité du département du Loiret. Et depuis janvier 2024, elles chauffent aussi des logements et des bâtiments universitaires. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle devient rare. En France, on réutilise moins de 1% des eaux usées traitées contre 15% en Espagne. Orléans fait donc figure de pionnière. L'idée, c'est de ne plus puiser dans la rivière Loiret, dont le niveau baisse, mais utiliser l'eau déjà traitée à raison de 100 000 m3 par an. Alors techniquement, c'est un défi. Il a fallu prouver l'innocuité de l'eau, installer des filtres à sable, des UV, du chlore. Le coût de l'opération, il est de 1,8 million d'euros. Résultat, une eau de qualité bain public. Et c'est Cindy Roudier qui vous explique tout ça dans La République du Centre et dans tous les journaux de la PQR ce matin. Et c'est à lire, évidemment, vous le rappelez, Julien, on va le voir, ce supplément qui est donc à retrouver dans tous vos journaux régionaux, ceux du groupe Centre-France, on voit le vôtre, Julien, mais évidemment ceux du reste de la presse quotidienne régionale, vous nous l'avez très bien expliqué. Merci beaucoup, Julien Bonnefoy. Merci d'avoir été avec nous. On va passer à l'actualité parlementaire, marquée par le vote hier à l'Assemblée nationale des textes sur la fin de vie. Yann, pour tout comprendre de ce que contiennent ces textes, on va faire des points réguliers avec vous. D'abord, les députés ont voté hier la création d'un droit à l'aide à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, vous l'avez dit, 2 textes étaient soumis au vote. Celui qui faisait le moins débat sur les soins palliatifs, lui, il a été approuvé à l'unanimité. Il prévoit le développement de ces soins. Alors, la principale nouveauté du texte, c'est la création d'un droit opposable à bénéficier de soins palliatifs, avec aussi de nouvelles maisons d'accompagnement pour les malades et pour leurs proches, aussi un renforcement des directives anticipées. Donc ça, c'est pour le texte le plus consensuel. L'autre texte, celui qui est plus disputé, c'est celui qui crée le droit à mourir. L'Assemblée, il est passé hier par 305 voix pour, contre 199. Chaque groupe a laissé la liberté de vote à ses membres. Mais si on regarde le détail du vote hier, on se rend compte que c'est la gauche et le centre qui ont majoritairement voté pour et davantage la droite qui a voté contre. On va s'arrêter d'abord sur ce vote, avant de rentrer dans le détail du texte. Agnès Firmin-Le-Bodo, vous avez voté pour ce texte. Le vote, est-ce qu'il a été plus large que prévu ? Est-ce que vous vous attendiez à un écart de 305 à 199 ? Le vote, il est conforme à ce que j'ai toujours pensé et toujours dit dès le début des travaux que le président de la République m'avait confié en septembre 2022. Je pense, et moi j'avais dit environ 60% pour, 40% contre, à condition que le texte soit équilibré. Et ça a été l'intérêt des travaux dans l'hémicycle. Sans ce rééquilibrage du texte, le vote aurait été tout autre. Ça traduit un texte équilibré, Bernard Jomier. Le texte tel que sorti de l'Assemblée nationale, c'est un texte que vous qualifiez d'équilibré ? C'est un texte, quand on regarde le texte qui est sorti de la commission d'abord, c'est un texte qui valorisait beaucoup plus le choix des personnes en fin de vie, qui leur donnait, qui ouvrait largement l'aide à mourir, on va dire, l'option euthanasie, l'option suicide assisté. Et ce qui est très intéressant, c'est que les députés ont travaillé
et sont arrivés à un texte, on va dire, qui fait de l'aide à mourir un droit, mais une exception. C'est-à-dire qu'il ne ferait pas passer l'aide à mourir devant la nécessité de prendre en charge correctement tous les Français qui sont en fin de vie par les soins palliatifs. Et donc, l'aide à vivre, on va dire, est plus importante que l'aide à mourir, qui est un droit ouvert, mais qui restera l'exception. Et donc, effectivement, il me semble que c'est assez conforme aux besoins des personnes en fin de vie et aux valeurs collectives que nous avons dans notre société. Donc oui, c'est un texte qui est plutôt un bon texte. Agnès Firmin-Le chaque groupe avait laissé la liberté de vote. Il n'y avait pas de consigne de vote sur ce texte. Il y a des groupes qui ont été divisés, dont le vôtre. Comment ça s'est passé? Quels ont été les arguments des pour et des contre? Je crois que c'est toujours difficile sur un sujet où on laisse la liberté de vote, parce que pour le coup, c'est un choix très personnel de dire quels ont été les arguments des pour et des contre. Il y a certains de mes collègues qui sont contre parce que c'est une conviction profonde. Et on peut essayer de donner tous les arguments possibles, ils resteront contre. Il y a des collègues qui se sont abstenus parce que c'est un sujet difficile, parce que certains ont exprimé le mot vertige, d'ailleurs, au moment du vote. Et moi, j'ai 2 collègues qui, alors pas de mon groupe, mais d'un groupe amis et voisins, qui sont venus me voir à 5 minutes du vote en disant « Je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Donc ça prouve à quel point ce sujet est difficile. Est-ce que vous avez des collègues qui ont changé d'avis pendant les débats? Bien sûr, bien sûr. Et j'ai même des collègues qui ont changé d'avis au moment du vote. J'ai même des collègues qui ont changé d'avis au moment du vote. C'est-à-dire qu'ils m'avaient dit « Je vote ça » et qui n'ont pas du tout voté ce qu'ils m'avaient dit ou ce qu'ils avaient laissé entendre. C'est normal, c'est un sujet vraiment très difficile. Nous avons été de façon, pendant les 90 heures dans l'hémicycle, une bonne centaine à vraiment travailler le sujet au fond. Et donc, vraiment, quand on travaille le sujet au fond, déjà, c'est compliqué. Mais pour mes collègues qui ont un peu moins travaillé le sujet parce qu'ils ne sont pas membres de la commission des affaires sociales, on voit bien que le sujet est plus compliqué. Donc, on a eu des échanges pour essayer de convaincre, d'expliquer. Ce que moi je fais depuis maintenant pratiquement 3 ans. Mais c'est vertigineux. Et donc, moi, je comprends les difficultés de certains de mes collègues, même si, lorsqu'on est député, il y a un moment, il faut appuyer sur le bouton, parce qu'on est là pour faire la loi et pour la voter. Oui, on imagine que les sénateurs regardent avec attention les débats à l'Assemblée. Bernard Jomier, est-ce que, selon vous, ça a fait aussi évoluer certaines positions au Sénat? Vous savez, il y a 3 ans, il y a eu un débat à propos d'une proposition de loi déposée par Marie-Pierre Lagontrie sur l'aide à mourir. Et beaucoup ont été surpris par le résultat du vote, puisque entre les pour et les contre, il y avait 20 voix d'écart seulement. Alors, le texte de ma collègue n'était pas du tout abouti, elle en convient elle-même, mais c'était un peu, on va dire, comme on dit dans notre jargon, un texte d'appel. C'est-à-dire, c'était fait, et les sénateurs ont dit ce jour-là, les sénatrices, il faut ouvrir le débat. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que le Sénat s'empare du texte qui va être transmis, qui a été voté par nos collègues députés, et qu'ils ne se mettent pas dans une situation de blocage, qu'ils ne refusent pas le débat, qu'ils ne cherchent pas, comme j'ai pu l'entendre, à détricoter le texte, mais qu'il mène sa propre réflexion pour voir comment répondre, y compris à des aspirations qui sont apparues en cours de débat à l'Assemblée nationale. J'en citerai une seule. Nous avons vu des associations représentant les personnes en situation de handicap et des personnes elles-mêmes en situation de handicap dire « mais attention, ne votez pas un texte qui enverrait le message que nos vies ne valent pas le coup d'être vécues. » Et donc, le texte est cadré, il n'y a pas d'ambiguïté dedans, mais s'il faut mieux le préciser, eh bien, précisons-le. Et si le Sénat se met dans une situation de blocage, il ne contribuera pas au texte, comme on l'a vu il y a 3 ans à propos de la PMA, et c'était tout à fait regrettable, parce que le Sénat s'est privé de son rôle de contribution à la loi. Yann, que prévoit ce texte sur l'aide active à mourir? Quels sont les critères qui ont été votés? Eh bien, elle autorise une personne qui demande à mourir de recourir à une substance létale. Aujourd'hui encore, cette forme de suicide assisté est interdite en France. La personne demandeuse doit se l'administrer elle-même ou, si elle ne peut pas le faire, se la faire administrer par quelqu'un d'autre. Et pour y avoir droit, eh bien, il y a 3 critères médicaux cumulatifs. Le premier, être atteint d'une infection grave et incurable qui engage le pronostic vital. Alors en phase avancée ou en phase terminale, le gouvernement a sorti un amendement pour préciser ce qu'est la phase avancée. C'est une phase caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible.
Deuxième condition, celle de présenter une souffrance physique ou psychologique constante et réfractaire au traitement. La troisième condition, c'est être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Agnès Firmin-Le-Baudot, on le disait, vous êtes à l'origine de ce texte, vous travaillez dessus depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce que les critères qui ont finalement été reconnus et qui ont fait débat et sur lesquels vous avez longtemps travaillé sont les bons, sont ceux que vous attendiez? Ce sont les mêmes, à l'exception, j'allais dire, de la temporalité, puisqu'on parlait de moyen terme dans le texte original, qui était la clause miroir du court terme sur la loi Claes-Leonetti. La Haute Autorité de Santé a souhaité ne pas trancher sur l'enjeu autour de la temporalité. Moi, je le regrette. Ce qui m'importe, c'est que l'amendement que j'ai déposé, identique au gouvernement, parle de processus engagés de manière irréversible. Très clairement, ça veut dire que, et on le sait tous, on a été plus ou moins confrontés au sujet, quand on dit médecin, il n'y a plus rien à faire, c'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire que la mort est là. Ça veut dire qu'on a tout essayé avant pour essayer de soigner. Donc la mort est là, et donc de manière irréversible, pour moi, est quelque chose d'important qui marque bien que c'est vraiment l'ultime recours et qu'auparavant, on a accompagné de la façon la plus lointaine possible le malade. Et que, je le redis, l'important, c'est que c'est bien le malade qui fait la demande. Je crois que c'est là aussi, il faut insister, c'est une loi pour le malade, pour des personnes malades, et pas des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. C'est bien un malade qui en fait la demande. Bernard Jomier, ce sont les bons critères qui ont été retenus? Mais il faut mettre en mots de façon la plus précise possible les valeurs qu'on veut exprimer. Et Agnès Firmin-Le-Baudot a dit quelque chose de très important. Elle a dit, c'est pour ceux chez lesquels on a tout essayé avant. Et c'est ce « on a tout essayé avant » qui avait été précisé par le CCNE sur 2 points. D'abord la question moyen terme versus... Voilà, pardon, le Comité consultatif national d'éthique qui avait posé cette question du moyen terme et qui avait posé dans son avis une autre chose très importante qui est qu'il disait on peut envisager sur un plan éthique d'ouvrir un droit à l'aide à mourir dans notre pays, mais il doit être précédé d'un accès pour tout le monde à des soins palliatifs, où que ce soit sur le territoire. D'où d'ailleurs cette double législation. Eh bien peut-être que dans la loi sur l'aide à mourir, il y a eu ce débat moyen terme versus les critères de la Haute Autorité de Santé. Bon, eh bien il faut aussi que le Sénat fasse son travail pour affiner cette question. Mais il y a aussi la question d'être bien certain que les personnes qui vont demander une aide à mourir aient bien bénéficié auparavant d'une démarche de soins palliatifs. C'est inscrit dans la loi, puisque le médecin qui reçoit la demande interroge le malade pour savoir s'il a bénéficié ou pas des soins palliatifs. Et si le malade le souhaite, parce que n'oublions pas que certains malades ne souhaitent pas bénéficier de soins palliatifs, le médecin s'assure qu'il puisse y accéder de manière effective. Mais c'est une question qui pose débat. Effective. Parce que le respect du choix du patient est évidemment essentiel. On en est bien d'accord. On discute en fait du développement du principe d'autonomie dans notre droit, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autonomie d'une personne et de son choix. Mais l'autonomie d'une personne, comme toute liberté individuelle, vient se confronter à d'autres principes collectifs. Et nous avons un principe collectif qui est de respecter la vie. Par exemple, personne ne défend l'incitation au suicide. Alors que on pourrait dire « Ah bah oui, mais c'est un droit, c'est une liberté individuelle ». Mais nos valeurs collectives nous disent « Non, quelqu'un qui veut se suicider, on doit essayer de répondre aux raisons qui le mènent à vouloir abréger sa vie ». Eh bien, quelqu'un qui demanderait l'aide à mourir et qui aurait dit auparavant « Je ne veux pas de démarche de soins palliatifs », on peut s'interroger sur un renforcement du cadre dans ce cas-là. Et je pense aussi que là, le Sénat a un travail à effectuer. Sauf que sur ce sujet-là, on a un petit point de désaccord. Sur ce sujet-là, on voit bien que, je le répète, le malade, il est dans un processus irréversible. C'est-à-dire que la mort, elle est là pour lui. Et donc, si ces souffrances, puisqu'on parle aussi de souffrances insupportables et réfractaires, pour lui le sont, que le processus de pronostic vital engagé l'est de manière irréversible, imposer des soins palliatifs alors qu'il ne le souhaite pas, je pense que là, ça n'est pas respecter son choix et son autonomie jusqu'au bout. Même si, et on le sait, que les personnes, 95% des personnes qui vont dans les soins palliatifs, qui ont accès aux soins palliatifs, ne demandent pas l'aide à mourir. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour celles qui le demandent.
Voilà, on est sur un débat, en fait, sur la norme et l'exception. Et l'aide à mourir, je pense qu'on le partage, doit rester l'exception. La norme... C'est l'ultime recours. Doit être, encore une fois, d'aider les personnes à vivre et à vivre sans souffrance. Et il y a des situations dans notre pays où la loi actuelle ne permet pas de répondre dans de bonnes conditions. Mais il faut quand même replacer l'ordre d'idées. On parle beaucoup de la maladie de Charcot, par exemple. Quand on regarde dans les médias, c'est souvent des patients de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, en France, c'est 100 à 120 décès par an. Et il y a 780 000 personnes qui meurent chaque année dans notre pays. Donc il faut répondre à ces personnes, comme à quelques autres pathologies ou personnes qui vivent quelques autres maladies. Mais on doit le faire, encore une fois, en ayant bien conscience que cette liberté individuelle doit s'insérer dans le cadre d'un respect de nos valeurs communes. On va écouter un des opposants au texte, c'est Philippe Juvin, le député Les Républicains, qui expliquait hier dans l'hémicycle pourquoi il ne le voterait pas. On nous dit, les Français veulent cette loi, mais évidemment, qui veut souffrir avant de mourir? Mais ce qu'ils veulent, c'est pas mourir, c'est ne pas souffrir. Ce que nous aurions dû voter, c'est du temps pour soigner, soulager, accompagner. Cette loi sur la fin de vie est floue, instable, sujette à extension, comme on l'a vu à l'étranger, et à interprétation. Elle n'est pas une loi de liberté. Elle abandonne les plus fragiles et leurs familles à toute une série de pressions. La vraie question, c'est quelle société voulions-nous? Une société du soin ou une société où la compassion se résumerait à fournir la mort sur demande? Est-ce qu'il reprend un peu les mots de Bruno Retailleau, c'est une loi de l'abandon? Pas du tout. Au contraire, c'est une loi de l'accompagnement jusqu'au bout, et je le redis, sous certaines conditions qui font du texte qui a été voté hier à l'Assemblée le texte le plus restrictif, je pourrais dire, d'Europe, c'est sûr, du monde, sans aucun doute aussi. Donc, je le dis, même nous avons quelques collègues députés qui souhaitaient aller beaucoup plus loin et qui regrettent que nous ne soyons pas allés plus loin, notamment en autorisant les directives anticipées, par exemple. Et je le redis, là où c'est un texte qui nous permet de répondre à quelques situations dans le cadre d'un ultime recours, c'est que la volonté libre et éclairée du malade jusqu'au bout était pour moi une ligne rouge qu'il fallait absolument respecter. D'où mon opposition aux directives anticipées. Et il pose aussi une question, c'est la suite, ce que ce texte ouvre. Est-ce qu'il faut craindre des dérives suite à l'adoption de ce texte, Bernard Jomier? Ce que dit Philippe Juvin, il dit c'est une loi d'abandon. Moi, ce que je constate, c'est qu'à l'heure actuelle, on abandonne des personnes, puisqu'on ne répond pas à une fin de vie extrêmement douloureuse, face à laquelle on est démuni. Et ces personnes nous demandent de leur fournir une réponse. Et c'est compliqué pour le législateur. Moi, je souscris ce qu'a dit Agnès Firmin-Le Bodo, parce que chacun est partagé entre une part d'intime que tout le monde reconnaît dans le rapport à la mort, et le fait que le législateur est le garant des valeurs de notre société qui ne doit pas encourager quelqu'un à mettre fin à sa vie. Et donc, dans cet arbitrage-là, on peut retourner la question de l'abandon. Moi, je dis, l'état actuel de la législation abandonne une partie de nos compatriotes qui sont face à une fin de vie extrêmement douloureuse. Et après, il dit une deuxième chose, il dit, cette loi va être floue. Alors, il faut être très clair. Aucune loi ne répond à 100% des situations. En la matière, ça n'existe pas. Il y a toujours, vous savez ce que le philosophe Paul Ricoeur avait énoncé, qui est parfois il y a un jugement moral en situation. C'était son expression. C'est-à-dire il y aura toujours quelques situations où la loi ne répondra pas de façon satisfaisante et il faudra prendre une décision en fonction des conditions du moment et de la situation du moment. Eh bien, on ne peut pas tirer prétexte du fait il reste un peu de flou, il reste une part de jugement moral en situation pour rejeter l'adoption du cadre qu'est la loi. Parmi les sujets qui ont fait débat, il y a la question du délit d'entrave. Yann, expliquez-nous ce qui a été voté. Et c'est sur le même modèle que celui qui existe pour l'interruption volontaire de grossesse. Il serait puni jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Il s'agit de sanctionner ceux qui tenteraient d'empêcher ou de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir. Et cette disposition, vous le savez, ne plaît pas à tout le monde. À droite, notamment, certains mettent en avant qu'elle vient heurter la liberté d'expression ou encore la non-assistance à personne
en péril. Par ailleurs, le code pénal punit déjà la provocation au suicide et certains y voient une incohérence. Écoutez ce qu'en pense Éric Ciotti, le député qui s'oppose à ce texte sur l'aide à mourir. On va condamner ceux qui veulent que la vie subsiste. Et ce délit d'entrave qui est strictement encadré par la loi. Qui est encadré, mais qui préoccupe au plus haut point les soignants, notamment, parce que demain, ils risqueraient d'être victimes s'ils refusent d'accomplir ce geste. C'est cette porte ouverte qui a fait basculer certains dans le contre. Mais c'est un vote individuel, mais c'est une rupture anthropologique à laquelle on a assisté. Bernard Jomier, vous êtes médecin, vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce délit d'entrave ? Alors, d'abord, ce n'est pas du tout une mise en cause. Éric Ciotti, là aussi, renverse complètement les termes du débat, puisque, en fond, il veut empiéter sur la liberté individuelle que la loi accorde à quelqu'un. Et donc, de façon très intrusive. Et donc, il ne respecte pas le fait que nos libertés individuelles, nous devons pouvoir les exercer dans le cadre que la loi nous autorise. Par contre, le débat qu'il pourrait y avoir, et il a été esquissé à l'Assemblée nationale, et il mérite d'être creusé, c'est est-ce qu'en miroir, il faut un délit d'incitation ? Alors, peut-être. C'est-à-dire, et là aussi, le Sénat devrait mener la réflexion. C'est-à-dire, à condition, bien sûr, qu'on ne s'en prenne pas à ceux qui accompagnent les personnes dans ce parcours d'aide à mourir. Ça, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Mais effectivement, dire qu'on ne doit pas inciter à mettre en œuvre l'aide à mourir, encore une fois, parce qu'elle est une liberté exceptionnelle que nous reconnaissons à ceux qui sont en situation de grande souffrance, eh bien, à cette condition-là, effectivement, on pourrait réfléchir à dire, en miroir, il ne faut ni entrave, ni incitation, il faut du respect. Agnès Firmin. Réagir au propos d'Éric Ciotti, tout le monde souhaite que la vie subsiste. Dans ce débat, il n'y a pas ceux qui auraient envie de donner la mort systématiquement et ceux pour qui la vie... Non, je crois qu'il faut aussi... personne n'a le privilège de la morale sur ce sujet. Vraiment, je pense qu'il faut savoir raison garder. Dans le texte original, il n'y avait pas de délit d'entrave. Il a été introduit par un amendement LFI, j'allais dire, en disant qu'il faut faire la même chose que sur l'IVG. Moi, je compte sur les sénateurs, soit pour retirer le délit d'entrave, soit en clause miroir, là aussi dans un souci d'équilibre sur cette ligne de crête qui est vraiment le fil conducteur de ce texte, sur la liberté du malade de demander l'aide à mourir, ne doit pas entraver aussi la liberté du soignant de vouloir accompagner jusqu'au bout sans avoir à faire le geste. Et donc, c'est soit pour moi, il n'y a pas de délit d'entrave dans le texte de loi, soit en clause miroir, il y a un délit d'incitation. Ça me semblerait être de bon équilibre. Bon équilibre. Vous allez répondre à ça, Bernard Jomier ? Je crois que c'est clair, effectivement, ni entrave, ni incitation, du respect. Un dernier mot à tous les deux, puisque la prochaine étape, c'est maintenant l'examen au Sénat. Ce sera a priori à l'automne. Est-ce que vous craignez un détricotage de ce texte au Sénat ? Oui, bien sûr. Bien sûr, si mes collègues se mettent encore une fois dans les dispositions... Vous savez, la dernière loi de bioéthique, j'en étais un des co-rapporteurs au Sénat, et on a vu que sur la PMA... le Sénat a pris, sous l'impulsion de Bruno Retailleau, une position d'opposition frontale à l'ouverture de ce nouveau droit. Et le résultat, c'est que le texte a été élaboré uniquement par les députés et qu'il aurait pu y avoir des améliorations à ce texte qui n'ont pas eu lieu. Eh bien, si le Sénat choisit cette ligne-là, de détricoter le texte, eh bien l'Assemblée nationale fera seule la loi, parce que je rappelle, et c'est heureux, que l'Assemblée nationale a le dernier mot. Mais je rappelle aussi qu'on est dans une procédure de 2 lectures dans chaque chambre pour laisser le temps, justement, à ce que se crée le consensus. Et moi, j'appelle à ce qu'on crée ce consensus. Agnès Firmin-Le-Boudin, dernier mot. Moi, je souhaite que les sénateurs fassent le même travail de fond que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Ça me semble important. Mais je dis aussi que ce sujet est différent. C'est un sujet de société et c'est un sujet qui concerne tout le monde. On va tous mourir. Non, mais je dis pas ça en... Et donc... mine de rien, dans l'inconscient, il y a un moment, quand on est en train de travailler sur le sujet, on est obligé de se sentir concerné, soit pour soi, soit pour des proches. Donc je pense que c'est un peu différent et j'imagine que les sénateurs vont être dans cet état d'esprit. Nous avons besoin collectivement de travailler sur le sujet pour progresser. Merci à tous les deux d'être venus au lendemain de ce vote à l'Assemblée nationale et on va en parler tout de suite dans la presse régionale. Ça fait la une de nos quotidiens.
Yann, la fin de vie en une de plusieurs de nos quotidiens régionaux. Oui, c'est la une notamment du Courrier Picard et de l'Est républicain. Un vote historique donc, mais qui ne scelle pas encore le destin des deux propositions de loi, puisque si les textes sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir ont été adoptés par les députés, doivent encore passer par le Sénat. La Chambre haute devrait s'en saisir à l'automne. Les finances publiques intéressent aussi la presse régionale. Oui, on en parlait dans la première partie de cette émission avec cette phrase du Premier ministre qui a retenu l'attention du Dauphiné et de l'Alsace, François Bayrou, qui veut demander des efforts à tous les Français face à l'Himalaya de la dette qu'il décrit depuis son entrée à Matignon. Il cherche 40 milliards d'économies et pour y parvenir, il compte mettre tous les Français à contribution. Pas question de cibler une catégorie plus que les autres, dit-il. Ce plan d'effort général sera présenté début juillet. Une piste est déjà évoquée, mais elle fait grincer des dents, la TVA sociale. Et puis pour terminer, on va parler d'un supplément à retrouver dans tous les journaux régionaux ce matin. Oui, en quête de demain, c'est son titre. Public Sénat est partenaire avec 53 titres régionaux de cette initiative. Le thème, c'est l'eau. 16 pages pour explorer des solutions nées dans les territoires face au changement climatique. À découvrir par exemple dans Nice Matin la volonté de la Cité des Anges de créer une aire marine protégée. Alors à quoi ça sert? Ça permettrait de préserver la biodiversité exceptionnelle du secteur, de gérer son adaptation avec les enjeux du réchauffement, l'acidification, la répartition des espèces et de protéger la qualité de l'eau. Un autre exemple, si on a le temps, à vous signaler celle de la Charente Libre à Toulouse avec un barrage innovant pour filtrer les plastiques de la Garonne. C'est une start-up qui veut capter les déchets avant qu'ils n'atteignent l'océan. Une structure en V qui est placée entre deux ponts et qui guide les déchets flottants vers une benne automatisée. Et comme c'est bien fait, ça ne perturbe ni les bateaux ni les poissons. Voilà, belles initiatives. Merci beaucoup Yann. Les suppléments, on le rappelle, ils sont à lire dans vos quotidiens régionaux ce matin. Merci beaucoup. Merci Agnès Firmin-Lebaudot et Bernard Jaumier d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous suivrez en direct la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat. On se retrouve lundi. On vous souhaite une très bonne fin de semaine.